Sony, je suis médecin hépatologue à Cochin. Et donc, on va faire cette ED avec Véronique Aftan-Fenel, qui travaille en virologie à Necker, et Ariel Rosenberg, qui travaille en virologie à Cochin. Et donc, on va essayer de jouer au geek. Alors, on va faire un premier cas clinique. Tu me dis quand tu passes, je peux y aller. Donc, c'est un homme de 28 ans. Il n'est pas bien depuis une semaine. Il est fatigué, il a des nausées, il ne mange pas bien, il a quelque chose qui ressemble à un syndrome grippal. Comme ça, là, en débrouillage, il n'y a pas d'antécédent particulier. Il va voir son médecin généraliste qui lui prescrit une prise de sang, NFS, plaquettes, CRP, transaminase. Et ce qui ressort de cette prise de sang, c'est qu'il a des transaminases élevées. Vous voyez, habituellement, les transaminases, on a l'habitude de les exprimer en limite supérieure de la normale, puisque en fonction du test utilisé, les limites varient. Et donc, pour les alates, c'est 20 fois la limite supérieure de la normale, et les azates, c'est 15 fois. Alors, quels éléments d'orientation allez-vous rechercher à l'interrogatoire? Là, comment on fait, là? Ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, vous nous parlez. Alors, ah bah, ça, c'est très moderne, ça, alors. Le voyage, ça marche. Dans le voyage, mais combien de temps avant? Ouais, mais surtout le délai. Parce que quand tu vas l'interroger, tu vas pas l'interroger, il va te dire, ouais, il y a 3 ans, j'ai été... Les 3 derniers mois. Allez, c'est bien. Quoi d'autre? Les vaccins, c'est très bien. Alors, comme habituellement, il ne va pas savoir. Et le carnet de santé, il l'a perdu. Ou c'est sa maman qui l'a, mais lui, il ne l'a pas. Mais bon, c'est les vaccins. OK? Ensuite. Les médicaments. Alors, attends, d'abord les médicaments. Voilà. Tout de suite, là, les rapports non protégés. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Donc les médicaments qu'on lui a prescrits, les médicaments qu'il a pris en autoprescription, et puis éventuellement, si on va aller un peu plus loin, ce qu'il a pris qui ne sont pas des médicaments. Les toxiques, l'alcool. Alors, le tabac, ça va pas te donner, c'est pas bien le tabac, hein, mais ça va pas te donner 20 fois la normale de transaminase, mais c'est pas bien, tu as raison. Et voilà, donc les toxiques, voilà, parfois la phytothérapie aussi, il faut aller creuser parfois. Hein. Alors, les facteurs de risque sexuels. Ah, on y arrive, enfin. Donc, on va lui demander si dans les 3 mois, on va faire la même chose que le voyage, il n'a pas eu des rapports sexuels à risque. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ouais. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades dans son entourage? Hein? Ouais. On a dit qu'il n'y en avait pas, mais oui, de toute façon, t'as raison, tu peux toujours le sortir, ça. Bon, je crois qu'on n'a rien oublié. Séjour à l'étranger récent dans les 3 mois, prise de risque sexuel récente, prise de risque 3 mois, maladie du foie dans l'entourage, les vaccinations, les médicaments et les toxiques 3 mois, le contexte particulier, mais là, il n'y en avait pas, je crois. Douleur, fièvre, etc. Bon, on était très bon. Vous étiez très bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Séjour à l'étranger récent, non. Prise de risque sexuel récente, oui. Ah. Maladie du foie dans l'entourage, non. Vaccination, il n'y a pas de vaccination contre le VHA ou le VHB. On n'a rien retrouvé. Médicaments ou toxiques dans les 3 mois, non. Contexte particulier, non. Donc, il y a une prise de risque sexuel récente dans les 3 mois. Bon.
on a avancé. Alors c'est quoi? On va aller creuser. C'est relation avec partenaire masculin il y a 2 mois avec rupture de préservatif. Bon. Ça vous oriente? Vers quoi? Vers quoi? J'ai pas entendu. Vraiment l'hépatite virale, disons sexuelle, c'est quoi? D'accord. Alors, Ariel a évidemment raison, hein. Le virus B a un taux de contamination très élevé, notamment par voie sexuelle, homo et hétérosexuel, hein. Mais c'est vrai qu'on voit aussi quand même des contaminations homosexuelles pour le virus de l'hépatite C, notamment lorsqu'il y a des rapports avec du sang, hein, des pratiques sanglantes, et éventuellement également des contaminations par le virus de l'hépatite A, hein, par contamination orofécale. Vous vous rappelez, j'avais mis plein de guillemets dans le cours. Pourquoi? Non, parce que vous aviez mis un peu de temps à réagir. Ah bon, d'accord. La transmission sexuelle du VHA. Ouais. Tu veux dire qu'il manque d'imagination, c'est ça? Ça a mis un peu de temps. Dingue. Il y avait un temps de latence. Bon, d'accord. Alors, chaque fois que vous faites le diagnostic, vous pensez qu'il y a une maladie aiguë du foie, à la limite, la première question que vous avez à vous poser, c'est pas tellement le diagnostic, je suis désolé pour les sérologies, mais c'est est-ce que c'est grave ou pas? Quels sont les signes de gravité? Est-ce qu'il y a des signes de gravité chez cette personne, ou est-ce que j'ai bien recherché les signes de gravité cliniques et biologiques? C'est cette personne qui a une hépatite, quelle qu'en soit la cause. Hein? À la limite, s'il n'y a pas de signe de gravité, vous pouvez aller vous coucher et réfléchir sur les sérologies de l'hépatite. Et puis, bien sûr, dans un deuxième temps, vous faites tout en même temps parce que vous êtes très doué, mais... Ça c'est la façon dont les hépatologues raisonnent. Hein. Ben oui. Et après, vous réfléchissez éventuellement à un diagnostic sérologique assez intelligent, quoi. Voilà. Bon. Alors, quels sont les signes de gravité? Je vous renvoie à mon cours de sémiologie, dont vous vous souvenez, bien sûr. Sinon, il va falloir y retourner. Hein. C'est le point important. C'est les signes d'insuffisance hépatocellulaire. D'accord? La question est là. Ce patient a-t-il une maladie grave ou pas? C'est la première chose qu'on vous demande. À la limite, si vous n'êtes pas le grand spécialiste des maladies du foie, on ne vous en voudra pas. On vous corrigera. Ariel vous appellera en vous engueulant parce que vous n'avez pas fait la bonne sérologie, mais c'est pas grave. Mais par contre, si vous n'avez pas vu que le monsieur flappait parce qu'il a une insuffisance hépatocellulaire, parce que vous n'avez pas le chiffre de TP dans le bilan biologique, là, on va vous en vouloir. Et le monsieur surtout, d'ailleurs. D'accord? Donc, le cours de sémiologie. Alors, les signes de gravité, je vais passer très vite puisque vous connaissez tout ça par cœur. C'est l'astérixis avec l'inversion du rythme nictéméral. Hein, je vous rappelle, l'astérixis, c'est le flapping. Vous vous rappelez, c'est une perte de tonus et je corrige lentement. Perte de tonus brutale, je corrige lentement. Bon, je fais ça un nombre de fois incalculable par an. Bon, voilà. Et puis, je vous rappelle également, l'autre élément, c'est la baisse du taux de prothrombine et la baisse du facteur 5. Et puis, un élément qui vient surajouter, mais qui n'est pas en soi un signe de gravité, c'est l'ictère.
Mais les deux signes, c'est la confusion, enfin l'astérixis, l'inversion du rythme nictéméral, qui va ensuite vers la confusion et le coma, et puis la baisse du taux de prothrombine et du facteur 5. On est dans une hépatite a priori aiguë, donc on ne va pas attendre déjà la baisse de l'albumine, par exemple. Hein. D'accord ? On ne va pas attendre non plus l'apparition des angiomes stellaires. On est dans une aiguë, donc ça n'a pas le temps d'arriver. Alors. Arrive le moment intellectuel. Alors là, je vais laisser la parole à Ariel, hein, si on arrive au moment intellectuel. Alors, on en est où là ? Tu engueules aussi tes médecins quand ils font mal D'accord. C'est ce qu'on nous apprend en virologie. Eh ben, charmant. Alors, selon les virus des hépatites, vous demandez quoi ? En fait, vous demandez quoi comme examen devant une hépatite aiguë qui pourrait donc être d'origine virale ? Passez les virus des hépatites en revue et dites quel examen sérologique, pour le coup, vous allez demander très précisément. Enfin, IgM-A, ça arrive au laboratoire, personne ne comprend. IgM, oui, voilà, anti-VHA, absolument, hépatite A, d'accord ? Mais IgM, c'est vraiment la bonne réponse. D'accord ? Surtout pas sérologie. Sérologie, on va vous faire les IgG, vous n'allez pas avancer d'un iota. IgM, anti-VHA, d'accord. Quoi d'autre ? Alors VHB, vous n'allez pas envoyer au labo une demande de VHB. Alors j'ai plusieurs... Vous avez dit quoi ? Antigène HBS, j'achète. Antigène HBC ? Anticorps ? Soyez très précis. Oui, IgM anti-HBC. Donc, devant hépatite aiguë, tiroir, pour l'hépatite B, vous demandez antigène HBS et IgM anti-HBC. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? On continue les virus. Pourquoi vous faites ça ? D'accord, mais pourquoi vous ne demandez pas une sérologie ? Parce que la sérologie, ça commençait pas mal. Parce que la sérologie... Oh là là, ah, ça c'est génial. Donc effectivement, vous pouvez demander une sérologie VHC, mais si c'est censé expliquer l'hépatite aiguë actuelle, elle va être trop retardée probablement, en moyenne 3 mois après le comptage seulement. Donc effectivement, du coup, c'est légitime de demander devant une hépatite aiguë, vous recherchez d'autres causes, c'est pas ça, etc., de demander l'ARN du VHC. Et quoi d'autre ? On a passé en revue les virus qui vous... Donc on en est où dans l'alphabet ? A, B, C. D'accord. Et D, est-ce que vous demandez ? Si on fait l'alphabet. Okay. Très bien, pas en première intention. Très bien. D'accord. Et eux, vous demandez ? Et parce que l'hépatite E, c'est surtout des cas d'importation en France. On avait dit que, contrairement à une idée reçue pendant très longtemps, la plupart des cas qu'on voit en France sont autochtones. Vous vous rappelez ? Enfin, si vous avez été au cours, évidemment.
On verra avec un QRM après. Donc, si vous pensez à l'hépatite E, est-ce que ça se transmet par voie sexuelle? Non. Donc là, dans ce cas clinique, ce n'est pas ce à quoi on pense en première intention, mais enfin, devant une hépatite aiguë, si vous pensez à l'hépatite E, vous demandez quel examen? IgM? Oui, anti-VHE, d'accord. C'est pas mal, non? On peut... Non, ça vous va? Allez, les réponses. Alors, c'était la question, pardon. Donc là, on avait répondu anticorps anti-VHA de type IgM, antigène HBS, anticorps anti-HBC type IgM, la sérologie VHC, mais vous l'avez très bien discuté. Mais on a dit que ça se positive et donc elle serait probablement négative. Si on veut avancer rapidement, autant faire une PCR d'emblée puisque éventuellement on a un délai. Et sérologie VHE, IgG et surtout les IgM anti-VHE. Ça date un peu, c'est IgM anti-VHE de nos jours, on a un bon test maintenant. Et puis c'est vrai, on veut faire le diagnostic d'une hépatite virale, mais ce monsieur a eu des facteurs de risque, a eu en tout cas un rapport sexuel non protégé, et donc on va lui faire une sérologie VIH et une sérologie syphilitique. Alors, monsieur D, il y a la sérologie VIH négative et la syphilis négative déjà. Ensuite, les anticorps anti-VHA de type IgM sont négatifs. L'antigène HBS est positif. Les anticorps anti-HBC de type IgM sont positifs. La sérologie VHC est négative. On va dire que la PCR du virus C est négative. Et la sérologie VHE, là, en tout cas IgG, IgM, est négative. Diagnostic. Comment? Quel est votre diagnostic? On ne peut pas faire une réinfection au virus B. La primo-infection veut dire que tu peux faire une deuxième infection, si tu utilises le terme primo-infection. C'est ça que ça veut dire, quand on utilise primo-infection comme terme. Ça s'appelle une infection aiguë. Une primo-infection, ça veut dire que tu peux te réinfecter. C'est vrai que dans le cas du VIH, on parle beaucoup de primo-infection pour les stades très précoces qui suivent la contamination, mais là, c'est pas, pour le B, pas le terme utilisé. On ne l'utilise pas parce qu'on estime que là, on est devant une hépatite aiguë et qu'on sait très bien que soit on va le garder, soit on l'élimine et on ne sera pas recontaminé par le virus de l'hépatite B. Enfin, on l'élimine. On a une immunité. Donc, diagnostic très précisément, c'est... On peut faire même plus simple. Hépatite B aiguë, ça vous va pas? Voilà. On va dire qu'il n'y a pas de signe de gravité. Et donc là, comme il est antigène HBS positif, on va se poser la question du VHD, du delta. Alors on va faire une sérologie delta, hein. On va pas demander spécifiquement les IgM, les IgG, on va juste écrire sérologie delta. Hein. Voilà. Et puis après, le virologue se démerde un peu parce qu'il faut bien qu'il bosse quand même. Voilà. Hein. Bon, c'est pas tout ça. Il y a plein de questions. Comment on fait pour la prise en charge? Quels sont les risques évolutifs? Est-ce que c'est une déclaration obligatoire? L'éviction? Conduite à tenir vis-à-vis de l'entourage? Alors. La déclaration obligatoire, elle est faite grâce à quel marqueur? Qu'est-ce qui doit déclencher la déclaration? Les IgM
anti-HBC, oui. C'est pas l'antigène HBS positif qui fait qu'on fait une déclaration. La prise en charge, ça, on se reverra pour la pathologie. Oui, alors, l'hépatite B, on ne guérit jamais. D'accord ? On l'utilise par facilité, ce terme. On l'utilise tous par facilité, mais on ne guérit jamais de l'hépatite B. Vous rencontrez un jour le virus B, probablement, vous allez garder un peu de virus B quelque part, et donc vous avez ce qu'on appelle une hépatite B résolutive. D'accord ? Soit éventuellement, dans une minorité de cas, ça va passer à la chronicité. Ouais. L'éviction. Ouais. C'est vrai, puisqu'il l'a attrapé. Mais il l'a attrapé, donc il a l'hépatite B, donc il a un risque de transmettre aussi. Qui doit-on... Du coup, il doit prévenir qui, et qui doit-on dépister, et qui doit-on vacciner? Quand même, c'est important, c'est vous qui prévenez le partenaire. Et nous ne dénonçons pas. Donc il faut arriver à convaincre, mais il y a eu des problèmes, parce que il faut arriver à convaincre ce patient de prévenir ses partenaires sexuels et les personnes qui vivent sous le même toit. Donc c'est ses partenaires sexuels et les personnes qui vivent sous le même toit. Encore une fois, ayez de l'imagination. C'est pas son partenaire sexuel, c'est ses partenaires sexuels et les personnes qui vivent sous le même toit. Parce que comment peuvent se contaminer les personnes qui vivent sous le même toit? Comment? Contondant, comme on dit. C'est très difficile à prononcer, je trouve. Ouais. Les brosses à dents. Okay. Donc il faut arriver à décider, ce monsieur, de prévenir tous ses partenaires à risque, de se faire dépister, éventuellement de se faire vacciner. Vas-y, repose la question. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que c'est une... Alors lui, il a l'hépatite B. D'accord ? Donc il a attrapé l'hépatite B. Ce qu'on peut espérer, puisqu'il n'est pas immunodéprimé, c'est un adulte, il n'est pas immunodéprimé, c'est qu'il puisse avoir une hépatite B résolutive, c'est-à-dire perdre l'antigène HBS et acquérir des anticorps anti-HBS en gardant des anticorps anti-HBC qui vont passer d'IgM à IgG. Donc lui, il va avoir un profil d'hépatite B résolutive de personne qui a été en contact avec le virus B, mais avec antigène HBS négatif. D'accord ? Et il ne se réinfectera plus avec un autre virus B. Donc on ne va pas le vacciner. Si la question est de dire, est-ce que le vaccin favoriserait ou diminuerait le risque de passage à la chronicité, c'est ça la question. Ça aurait pu être la question. La réponse est non.
Donc c'est un vaccin purement préventif. On vous a remis ici les risques d'évolution vers la chronicité. Donc, vous vous rappelez, l'incubation, c'est 4 à 28 semaines en moyenne. Et le passage à la chronicité dépend vraiment de l'âge auquel on s'est contaminé. Vous vous rappelez, quand on se contamine dans l'enfance, on a plus de risques d'évolution vers la chronicité que si on se contamine à l'âge adulte, comme le patient dont on vient de parler. Donc il y a 3-5% des sujets immunocompétents qui s'infectent à l'âge adulte qui évoluent vers une infection chronique. La terminologie évolue en permanence. Donc, infection chronique, maintenant c'est utilisé vraiment quand il y a une... Philippe, tu me corriges. Pardon, hépatite chronique, c'est utilisé vraiment quand il y a une élévation des transaminases et des lésions à l'histologie, alors que le portage inactif qui... En fait, la terminologie change, mais vous en foutez de la terminologie, parce que tant que vous arriviez, elle va encore changer peut-être. Donc, non, mais ce qu'on distingue, c'est pour l'infection, c'est-à-dire qu'il n'y a uniquement que le virus sans conséquences hépatiques, voilà, alors que hépatite veut dire qu'il y a le virus et une conséquence hépatique. Donc, on peut avoir une hépatite, on peut avoir une infection chronique par le virus B, c'est-à-dire on est porteur chronique du virus de l'hépatite B, mais on n'a pas de conséquences au niveau du foie. Et on peut avoir une hépatite chronique B, c'est-à-dire qu'on on est porteur chronique de l'antigène HBS, et en plus il y a un certain degré très variable de maladie du foie. Et la possibilité d'évoluer vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Alors la cinétique des marqueurs, vous la retrouvez ici, avec l'antigène HBS qui est le premier marqueur à apparaître avec les IgM anti-HBC. C'est pour ça que c'est les deux marqueurs que vous demandez dans un contexte d'hépatite aiguë. Les IgM anti-HBC peuvent aussi réapparaître éventuellement dans les cas de réactivation. Et puis, quand l'hépatite est résolutive, on a la disparition de l'antigène HBS et l'apparition des anticorps anti-HBS, qui sont les anticorps protecteurs qui sont aussi développés suite à un vaccin. Alors, vous vous rappelez des différents profils sérologiques. Dans le cas d'une hépatite aiguë, on vient de le voir, on a la présence de l'antigène HBS et des IgM anti-HBC. Dans une hépatite résolutive, on a les anticorps protecteurs, les anti-HBS et les IgG anti-HBC qui sont positifs, alors qu'après une vaccination, on retrouve uniquement les anticorps anti-HBS. Et le titre protecteur, c'est 10 unités internationales par litre. Dans le cas d'une infection chronique, on retrouve la présence d'antigène HBS qui est positif depuis plus de 6 mois pour parler de chronicité, et les anticorps anti-HBC sont positifs. Pour ce qui est des marqueurs du système petit e, ça varie, on l'avait vu selon les mutants pressés, etc. Et puis, quand il y a une réplication, on détecte et on peut quantifier l'ADN du VHB. Et donc, quand c'est gris dans le tableau, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de demander les tests à ce moment-là. On va passer au numéro 2. Alors, le monsieur, c'est un monsieur aussi. Il va voir son médecin généraliste, il n'est pas bien, et il est jaune. Et vous voyez qu'il a le blanc des yeux jaune. Enfin, le blanc d'un œil en tout cas, jaune. L'examen clinique, en dehors de l'ictère, il n'y a pas grand-chose. Il y a un foie un peu gros. Il y a un séjour au Maroc fin août. Là, on est en octobre. Fin août, pas de prise de médicaments, particulièrement récemment. Et puis, on a des transaminases qui sont à 10 fois la normale. Donc, si je prends d'un point de vue purement sémiologique, c'est un ictère cytolytique.
dans le cadre d'un ED hépatite virale. Je vous aide là. Hein. Bon, quel diagnostic évoquez-vous? Vous avez le droit de le mettre au pluriel. Hein. En justifiant vos réponses. Et peut-être par ordre de probabilité décroissant. Donc en commençant par ce qui vous semble plus probable. Ouais, ça dépend de ce que tu fais au Maroc. Hein, hein? Quoi? Donc effectivement, A et E, enfin, entre A et E, qu'est-ce qui est le plus probable? Pourquoi? Et où est-ce que vous voyez une chronicité pour l'instant dans ce cas? Où est-ce que vous voyez la notion d'hépatite chronique là dans ce cas? Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous dites A plus que E, et pourquoi? Quoi? Oui, enfin bon, donc le VHA est endémique dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, etc. D'accord? Et le VHE? Quoi? Attendez. Vous savez, vous êtes là, c'est un truc récent qui vient de lui arriver, qu'il n'est pas bien, qu'il est jaune, qu'il a des transats à 10 fois la normale. C'est récent là, c'est un truc genre, on part sur aigu à nouveau. Qu'est-ce qui est plus long à incuber? Non? Non, plutôt la période d'incubation, non, elle serait peut-être un peu plus longue pour le VHE. Bon, je dis pas que c'est pas possible d'avoir aussi le VHE, mais c'est ce qu'on vient de dire. Il y avait déjà une notion juste en cas clinique, dans ce que vous avez répondu dans le cas clinique précédent. Contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, la majorité des cas d'hépatite E en France ne sont pas des cas d'importation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tas de régions du monde où le VHE est endémique, pas d'ailleurs avec les mêmes génotypes que celui qu'on trouve en France, qui est le génotype 3, en France et dans les pays occidentaux. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y a seulement 5% à peu près qui sont des cas d'importation, donc 95% des cas d'hépatite E sont en fait des cas autochtones, c'est-à-dire qui ont été contractés sur le territoire français. Donc, je ne suis pas en train d'exclure a priori le VHE, je dis que c'est moins probable que le VHA. Oui, c'est vrai. Alors, vous pouvez nous dire aussi, bon, d'accord, il a été au Maroc, mais il a le droit d'avoir attrapé une hépatite virale en France, hein, voilà. Et donc, de toute façon, vous allez le rechercher, puisqu'on est dans le cadre d'une hépatite a priori aiguë cytolytique. Hein, donc, voilà. Et alors, quels examens virologiques vous prescrivez? Bon, en fait, on vous renvoie au cas qu'on vient juste de traiter, c'est la même chose. C'est la même chose, on repart sur une hépatite aiguë qui pourrait être d'origine virale. Et voyez là la supériorité du médecin hépatologue sur le virologue, c'est que le virologue, il va refaire le même bilan que vous lui envoyez, finalement. Mais vous avez réfléchi. Et vous vous dire, mais quand même, c'est pas la même chose, le cas précédent et ce cas-là. Et donc, même si vous demandez la même chose, et même si le virologue, de façon tout à fait spontanée, va vous faire le même bilan,
Mais n'empêche que vous n'allez pas attendre le même résultat. Et vous allez vous dire, Maroc quand même, s'il n'a pas l'hépatite A, ça sera autre chose, mais voilà, j'aurais fait le bilan, mais c'est quand même ça que j'attends. Hein. On n'a pas fini le cours. C'est la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez marqué là? C'est compliqué là, hein? C'est vrai que dans une hépatite aiguë, on a tendance à demander l'antigène HBS on demande l'antigène HBS et les IgM anti-HBC. Après, pour avoir une connaissance du statut du patient vis-à-vis de l'hépatite B, le fait d'ajouter une demande d'anticorps anti-HBS et d'anticorps anti-HBC va vous donner des informations. Est-ce qu'il a une hépatite B résolutive? Est-ce qu'il est vacciné? Donc ça donne une information plus globalement que le cas précis de l'hépatite aiguë. On a des IgM anti-VHA positifs, une sérologie de l'hépatite négatif. Il a un antigène HBS négatif, des anti-HBC, IgG, IgM négatifs et des anti-HBS positifs et une sérologie d'hépatite C négative. Quel est votre diagnostic? Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qu'il y a une dame là-bas qui a déjà soulevé et qui devrait faire tilt. Enfin, c'est fulminant, c'est quand même aigu. Enfin, ça reste aigu. Donc, je vous demande juste le diagnostic. Pour l'instant, j'ai à ma gauche une proposition qui est hépatite A aiguë et je voudrais savoir si ça vous convient à tous ou s'il y a des désaccords sur cette terminologie. Absolument. Comme il n'y a pas de passage à la chronicité, c'est un pléonasme de dire hépatite A aiguë. Il y a trop de A là-dedans. On va dire. Et donc là, dans les corrections que j'avais fait ce matin, c'est vrai, un peu à l'arrache, j'avais supprimé aigu. Ah merde. J'avais supprimé aigu. Ah bah oui. Je me suis dit, hépatite A, c'est aigu, quoi. Voilà. Donc j'avais supprimé aigu. Bon. Donc, en pratique, ce patient, il a une hépatite A, contractée probablement au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pas de traitement étiologique, d'accord. Surveillance du bilan hépatique, c'est spontanément résolutif généralement. Hein. Habituellement, quand ça ne va pas, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Habituellement, on voit que les hépatites A graves, c'est parce que souvent, il y a le virus plus des médicaments qui ont été soit par autoprescription, soit parce qu'il a rencontré un médecin. Donc c'est du Doliprane, c'est des anti-inflammatoires, parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a la grippe, parce que, etc. Donc c'est souvent ça, hein, l'hépatite A grave. L'hépatite A fulminante, c'est le A plus les médicaments. Donc pas de médicaments.
pas d'alcool. Comment? Bah, de l'hygiène, oui, en général, oui, ça c'est bien. Hein. Donc, les précautions d'hygiène, c'est quoi dans le cadre des maladies à transmission donc, fécale? Vous lavez les mains déjà. Hein? Mais si vous voulez, par exemple, ces patients-là, ils ne sont pas en isolement si jamais ils sont hospitalisés. Ils ne sont pas obligatoirement en isolement. Hein, on prend des précautions, lavage de mains, de désinfection des toilettes, hein, mais ils ne sont pas en isolement. Par contre, il peut y avoir à faire un arrêt de travail. Le personnel qui travaille dans la restauration collective, c'est légitime. Et puis c'est crevant, hein, donc c'est très fatigant, donc il peut y avoir en effet un arrêt de travail, aucun problème pour ça. Et donc le risque professionnel, on vous a marqué deux éléments, comme a dit Ariel, c'est par exemple les personnels qui sont au contact des enfants, dans les crèches, et puis les restaurants, tout ce qui est alimentation collective notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous devez faire, à part tous ces conseils que vous prodiguez au... là, c'est la dame du dépistage obligatoire. Mais elle a raison. Mais tu vois, l'habituel, ce qui est bien fait, c'est qu'habituellement, c'est le labo de Viro qui fait ça. Et après, ils reviennent vers nous pour la clinique. Alors, mais c'est eux qui, à partir du moment où ils ont un IgM VHA qui apparaît, pouf, qu'ils déclarent à l'ARS. Quelle chance! Parce qu'on le déclare sur la base de quoi? Ah merde. Donc les IgM anti-VHA, d'où l'extrême importance de demander ce marqueur, celui-là précisément, et pas de manière vague une sérologie VHA qui ferait que le labo vous ferait des IgG anti-VHA et que vous ne sauriez pas si ça explique l'épisode actuel ou un épisode passé ou une vaccination d'ailleurs. D'accord? Donc c'est IgM anti-VHA qu'il faut faire. Si c'est positif, ça déclenche cette attitude de la déclaration obligatoire. En effet. Et ça sert à quoi de faire cette déclaration obligatoire? Ça déclenche quoi derrière potentiellement? Une enquête de qui? L'ARS, ouais. Et du coup, qui peut préconiser quoi? Une vaccination de qui? De l'entourage? Ouais. D'accord. Bon. Je pense qu'on peut aller sur la diapo suivante où il y a ces éléments, je pense. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Donc, effectivement, je suis d'accord avec l'idée que si on intervient assez tôt, donc si on a fait le diagnostic assez tôt, donc si on a demandé le bon examen au laboratoire de virologie, j'insiste un tout petit peu lourdement, hein, mais bon, tout petit peu, effectivement, on peut espérer gagner la course contre le virus pour les sujets contacts en les vaccinant. C'est une indication du vaccin. Donc effectivement, il existe un vaccin. Là, il y a des tas de spécialités où ils sont en combinaison, mais enfin, ça peut être le vaccin seul, anti-VHA seul, qui est le Avrix. Est-ce que c'est un vaccin obligatoire? Même dans les récentes mesures qui viennent d'être prises au 1er janvier? Et alors, là aussi, ça c'est le monsieur de la liste des vaccins obligatoires. Vous pouvez dresser des listes. Non mais c'est bien, c'est vachement bien. Hein. Prêtez-vous vos fiches parce que ça c'est des mines de QRM. Et alors, à qui du coup vous le recommandez ce vaccin? Et alors vous êtes personnel de santé? Vous êtes vacciné? Non. Nul. Qui est vacciné? Oui. Bah, qu'on vous a dit, je ne sais pas, mais si c'est c'était moi qui vous ai donné le cours sur le virus de l'hépatite A. Je vous ai donné cette recommandation, enfin, je vous l'ai fortement recommandé. Il y a quelques années, on a eu dans cet amphi, il y en avait un qui avait le doigt sur le fait qu'il s'était fait vacciner à l'issue de mes recommandations.
Il est passé directement dans l'année supérieure sans passer l'examen. Dommage. Donc, à part le personnel de santé, chez qui préconisez-vous ce vaccin? Bah oui, si, d'accord, personnel de crèche. Oui, avant le voyage, hein, ce monsieur-là. Si on l'avait vacciné avant qu'il voyage au Maroc, ça aurait été une bonne idée. D'accord. Les HSH. Les HSH. Grâce à l'effort d'imagination que vous faites. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Je sens que je vous ouvre des horizons. Juste un point, c'est pas simplement un détail de sémantique ou de parler correct ou de parler, etc. hein. Il y a l'équivalent en anglais qui est MSM, qui veut dire exactement la même chose, mais quand on fait des enquêtes épidémiologiques, si on demande à une personne, on peut très bien lui dire est-ce que vous considérez comme un homosexuel masculin, la réponse va être non. Est-ce que vous avez des rapports sexuels avec des hommes, la réponse va être oui. D'accord ? Donc, lorsqu'on fait des enquêtes épidémiologiques, on pose plutôt cette question-là. Bon, vous voyez que le Maroc, il avait des chances de se choper quand même. Hein. Bon, c'est assez simple. Hein. Vous avez la courbe des IgM anti-VHA et puis ensuite les IgG anti-VHA qui vont apparaître. Donc c'est quand même assez simple parce que le vaccin ensuite donnera que des IgG pour être protégé. Hein. Et donc le point important, c'est la contagiosité hein, qui est souvent qui va apparaître et qui va donc apparaître avant l'ictère, avant les signes. Hein. Donc c'est un virus qui est relativement contagieux de ce fait-là notamment. Et puis dans la majorité des cas, il n'y a pas de signe ou simplement une fatigue ou un syndrome grippal. Hein. Ah, QRM, catastrophe. Je vous propose de vous connecter sur vos téléphones ou vos tablettes pour quelques QRM. Alors ça, là, on fait une expérience, hein, c'est vous. Nous tous, ah ouais, ça va être beau. Prends ton téléphone. Alors, contre quel virus? Vous avez tous accès là à la plateforme Moodle? Vous êtes sur Moodle? Ah si, je les ai ouverts tout à l'heure. Oui. Contre quel virus le vaccin contenant de l'antigène HBS protège-t-il? Hépatite A, virus de l'hépatite A, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, virus de l'hépatite delta, virus de l'hépatite E. Il y en a qui prennent de l'avance, qui sont déjà en train de répondre au deuxième QRM. Ah bah bravo. 15 peut-être. Allez. Ah, virologie, hépatite virale. Allez. 14, encore un. Allez. 19 fois. Oh Ferme-le. Les réponses. Alors, tout le monde a dit le virus de l'hépatite B. Très bien. Le virus de l'hépatite delta, effectivement, si on est protégé contre le virus de l'hépatite B, de fait, on ne pourra pas contracter une hépatite delta, puisque le virus delta, il a besoin de l'antigène HBS pour se répliquer. Ou non. Est-ce que c'est devenu clair pour ceux qui ont répondu seulement B?
Alors, on passe au deuxième QRM. Parmi les virus des hépatites, quels sont le ou les virus nus? Alors, vous avez répondu tous VHA et VHE. Ariel, tu dois être ravie. Ah, merci d'avoir été à mon cours. Ah ouais, vachement fort. Alors, le troisième QRM. On va passer. Parmi ces virus, lesquels ont une étape de transcription inverse au cours de leur cycle de réplication? Là, c'est un peu plus large que les hépatites. Donc, virus de la grippe, virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, CMV ou VIH. Et ou VIH. Ouais, 20 réponses. Bravo. Le virus de la grippe, une personne a répondu qu'il avait une transcription inverse. Virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, une personne également. Le CMV, personne l'a mis. Et VIH, 100%. Effectivement, le VIH, donc c'est le modèle des virus avec une étape de transcription inverse pour transformer l'ARN en ADN complémentaire qui va aller s'intégrer dans le génome viral. Et on a vu pour le virus de l'hépatite B, il y a aussi une rétrotranscription. L'ADN polymérase virale a cette capacité de rétrotranscrire le virus dans le cytoplasme. Donc il fallait répondre la réponse 2 et 5. C'est virologique. Donc en fait, il y a ceux qui ont une transcriptase inverse, les virus qui ont une transcriptase inverse, il n'y a que soit les virus de la famille des rétroviridés, et donc chez l'homme, ce qui vous intéresse, c'est les VIH, VIH1, VIH2, et HTLV1. Bon. Et responsable de la leucémie aiguë de l'adulte et de la paraparésie spastique tropicale. Je crois qu'on n'a pas de cours, vous n'avez pas de cours cette année sur HTLV, mais vous le reverrez en hémato. Avant, je donnais, mais personne ne vous parle d'HTLV de nos jours. Bon, enfin, en hémato. HTLV1, bon, ok. Et sinon, il y a un virus, parce que probablement il a un ancêtre commun avec les rétrovirus, c'est le VHB. Et c'est tout, point barre. Alors, le quatrième QRM, quelles sont les affirmations exactes concernant le virus Delta? C'est un virus ARN, il a besoin de l'antigène HBS pour sa multiplication, il est transmis par voie sanguine, il est habituellement responsable d'une évolution défavorable de l'hépatite B, et le virus de l'hépatite delta entraîne une hépatite chronique seulement lorsqu'il est associé au virus de l'hépatite C. Alors c'est un virus ARN, oui. L'antigène HBS, on vient de le revoir. Il est transmis par voie sanguine. Il a le même mode de transmission que le virus de l'hépatite B. Il est habituellement responsable d'une évolution défavorable de l'hépatite B. Vous aviez bien répondu en grande majorité. Ça n'a rien à voir avec le virus C. Rien à voir avec le VHC. Hein. Il entraîne une hépatite chronique quand il y a une surinfection avec le VHB. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des cas de co-infection VHB, VHC, VHD, et dans ces cas-là, est-ce qu'on a Nous avons des malades à qui sont infectés par le VIH, le VHB, le VHD, le VHC. Ça existe. En fait, B et D, ça fonctionne ensemble. Donc là, oui, c'était une des
dans la QRM, il n'y a pas de rapport directement, mais il y a des interactions entre le VHB et le VHD dans leur même cellule cible qu'est l'hépatocyte, qui fait que l'un peut éteindre partiellement la réplication de l'autre. Voilà, c'est des interactions un peu complexes. Et puis en dehors des interactions, à partir du moment où tu as 2 maladies du foie, ça va plus rapidement évoluer mal que si tu en as une. Tu as un raisonnement qui a l'air simpliste, mais c'est vrai. Quand tu as 2 virus, B plus C, quand tu en as 3, B plus D plus C, quand tu as du B plus de l'alcool, ça va aller plus vite qu'un seul. Tu vois ? Ça, bien sûr, c'est à l'échelle d'une population ou d'un groupe. Hein. Individuellement, bien sûr, il faut évaluer à chaque fois. Mais... Un petit QRM encore sur le virus de l'hépatite B. C'est un virus à ADN, oui, on vient de le voir, même s'il a une étape de rétrotranscription. Le virus de l'hépatite B appartient à la famille des Hepadnaviridae, donc vous pouvez retenir ADN. Et c'est le seul des virus des hépatites qui est un virus à ADN. Et effectivement, c'est trompeur, parce que par contre, les rétrovirus sont classés dans la famille des virus à ARN, eux. Alors, une enzyme avec une fonction de transcriptase inverse, très bien. Possède un antigène d'enveloppe noté HBE. C'est quoi l'antigène d'enveloppe pour le virus de l'hépatite B? L'antigène HBS. Donc attention, HBE ne veut pas dire enveloppe. L'antigène HBE, c'est un marqueur de réplication. Possède une protéine de corps contre laquelle sont dirigés les anticorps anti-HBC. Oui. Et porte à la surface des particules l'antigène HBS. L'antigène HBS, c'est l'antigène de surface, l'antigène d'enveloppe. Il fallait répondre. Alors, parmi les virus des hépatites, lesquels peuvent se transmettre par ingestion de saucisses de porc insuffisamment cuites? Alors, 60% ont répondu VHA. Un étudiant a parlé du VHC et 95% du VHE. Pour moi, c'est une découverte, là. En fait, le virus qui se transmet par... le virus pour lequel on peut parler de zoonose parmi les virus des hépatites, qui n'est pas strictement humain. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres? Tous les autres sont des virus strictement humains. Donc tout le problème du VHE, et qui explique, enfin le VHE en tout cas, le génotype rencontré en France, majoritairement le génotype 3, effectivement là qui a une transmission zoonotique. Et c'est pour ça que finalement la majorité des cas sont autochtones, beaucoup par ingestion de viande, notamment de viande de porc contaminée insuffisamment cuite, type figatelle de Corse, saucisses de Toulouse, d'une façon générale les saucisses qu'on trouve dans les marchés qui sont insuffisamment cuites, etc. C'est aussi un virus qui peut se transmettre du fait des pratiques professionnelles, les vétérinaires ou de loisirs, par contact avec les animaux. Donc là, on a affaire à une transmission zoonotique. Les autres virus des hépatites sont des virus strictement humains. Donc, ils ne sont pas concernés du tout par ce type de transmission. Donc, je suis un petit peu inquiète de votre réponse sur cette QE. Enfin... Oui, mais alors, effectivement, les deux ont une transmission orofécale, fécale-orale, effectivement, qui d'ailleurs en partie liée au fait, à votre bonne réponse de tout à l'heure, au fait que ce sont des virus nus qui sont très résistants dans l'environnement. Mais il se trouve que le génotype 3 qui sévit, du VHE qui sévit effectivement dans nos régions en France, en Amérique du Nord, et le génotype 4 qui sévit en Chine, ce sont des génotypes qu'on retrouve aussi
non seulement chez l'homme, mais chez un réservoir animal qui incomplètement répertorié, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre une zoonose que contre un pathogène strictement humain. Donc c'est un élément supplémentaire qui est effectivement de découverte relativement récente pour le VHE et qui fait qu'il y a la transmission comme le VHA, mais il y a aussi celle-là qui n'a rien à voir. Parce que c'est pas le même virus. Du E autochtone et du E, on va dire asiatique, hein, qui va se transmettre donc orofécal, et le E autochtone qui est une transmission qui va se faire, donc comme vous l'a dit Ariel, essentiellement par la viande de porc pas assez cuite, de gibier à poil, et éventuellement par transfusion sanguine ou de produits dérivés. En Scandinavie, par l'ingestion de viande de renne insuffisamment cuite. Ouais, c'est plus rare à Paris, oui, ça c'est sûr. Le vaccin contre l'hépatite A est un vaccin à virus inactivé et recommandé chez des sujets devant faire un voyage en Afrique. Permet aussi de protéger contre l'hépatite delta. Empêche le passage à la chronicité de l'hépatite A, a permis de diminuer l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Oups. Erreur de casting. Alors, en grande majorité, vous avez répondu est un vaccin à virus inactivé. Et chez pour les voyageurs en Afrique, on l'avait vu tout à l'heure. Donc pas de chronicité pour l'hépatite A, il n'y a pas de lien entre hépatite delta et hépatite A, et pas d'évolution. Qui dit pas de chronicité, dit pas d'évolution possible, ni vers la cirrhose hépatique, ni vers le carcinome hépatocellulaire. Alors on va repasser un cas clinique. Il n'a pas le même nom, Victor Henri C. Donc c'est bien un autre patient qui il s'appelle monsieur, enfin si on mettait juste ses initiales, je ne sais pas comment vous dire, monsieur VHC. 44 ans. Et lors d'un bilan demandé par un médecin généraliste chez ce patient ancien usager de drogue par voie intraveineuse, vous recevez les résultats suivants. Donc il a fait des sérologies VIH négatives, antigène HBS neg, anticorps anti-HBC totaux neg, anticorps anti-HBS neg, sérologie VHC pause. Alors donc ce médecin généraliste lui a prescrit ces examens. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Et alors donc il s'est dit que quand même, c'était une bonne idée. Enfin, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Quel est l'intérêt de ces examens? Et alors? D'accord. Très bien. Il y a un intérêt, il y a un intérêt qui est encore plus important de nos jours à faire ce dépistage des patients qui portent le VHC, que maintenant on a des traitements antiviraux spécifiques du VHC qui sont très efficaces, pratiquement pas d'effets secondaires, qui permettent de guérir de l'hépatite C, en tout cas de l'infection par le VHC. Et pour accéder à ce traitement, la première chose, c'est qu'il faut d'abord être dépisté. Donc il y a vraiment un regain d'intérêt maintenant à effectuer ce dépistage chez un patient qui a des facteurs de risque. Alors, que signifient ces résultats? Comment? Il a une hépatite C, c'est ça la réponse? Alors là, j'achète pas du tout, on va voir pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse, vous? Il a eu quoi? Un contact avec le VHC, mais est-ce que ça fait le diagnostic d'hépatite C? D'accord. Et est-ce que déjà sur ce premier prélèvement avec cette sérologie,
Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. On fait sur... Pourquoi? En fait, les pathologues, déjà, à la consultation, déjà là, s'il se fait prélever là, l'erreur peut intervenir jusqu'à nous, le rendu du résultat. Donc, en fait, dans toute cette boucle qui va du bras du patient jusqu'au rendu de notre résultat, à tout moment, il peut y avoir une erreur d'identité. Il n'y a pas assez de virologues dans les commissions ministérielles. Et vous vous souvenez, pour le VIH, qu'est-ce qu'on doit faire devant une première sérologie positive? Un Western blot pour confirmer sur le même prélèvement. Et on demande un deuxième prélèvement sur lequel on peut faire le même test ELISA. Donc c'est différent de l'hépatite C, où on doit faire 2 tests ELISA différents sur chacun des prélèvements. Pour le VIH, on fait un premier test ELISA qu'on confirme par Western blot et on demande un deuxième prélèvement uniquement dans l'objectif qu'il n'y ait pas eu d'erreur d'étiquetage ou une microgoutte qui passe d'un échantillon à l'autre, et on peut refaire le même test ELISA sur le deuxième prélèvement. Pour le VHC, on dit qu'il faut faire un deuxième test. Exactement. Alors, je vais rebondir dessus. En fait, la loi française dit donc, quand le premier résultat de cette sérologie VHC, c'est positif ou même douteux dans la zone grise du test, enfin dans la zone douteuse, dans ce cas, il faut donner un second prélèvement sur lequel on fait une technique différente, et c'est tout ce que dit la loi française. Donc cette technique différente peut être un autre test sérologique avec simplement un coffret d'un autre fournisseur, ELISA ou pas ELISA comme type de technique proprement dit. Mais ça peut être d'emblée, le deuxième test, de faire ce que vous avez dit qui nous fait avancer beaucoup, qui est l'ARN du VHC. Encore une dernière chose sur quand on vous demandait que signifient ces résultats, il y a quelque chose que vous avez passé sous silence mais qu'il faudrait indiquer. Sur l'ensemble des résultats, n'est pas vacciné contre l'hépatite B, absolument. Donc effectivement, oui, alors effectivement, oui. À l'insu du plein gré de votre patient. Alors effectivement, il y a un truc historique et sensible, et ça nous ramène à ce qu'on avait dit au tout début de l'ED. Vous vous rappelez le cas où est-ce que finalement fallait dénoncer les partenaires, etc. Et moi je me souviens, parce que j'étais externe à cette époque, au début du VIH, qui à l'époque était au début du sida en fait. Ben voilà. Moi j'étais pas née, si quand même. Il y avait des cas qui étaient très choquants, où on savait très bien que tel ou tel patient avait contaminé ses partenaires, on purpose. Et pourtant, on ne pouvait rien faire, rien dire. Parce que ce n'est pas notre métier. Parce que le secret médical doit être préservé. C'est compliqué, hein. Alors, ok. Donc, alors 2 semaines plus tard, il revient avec le nouveau bilan que vous avez demandé du coup sur ce second prélèvement. Et effectivement,
pour le coup, on a fait à nouveau une sérologie VHC par une autre technique. La première technique était un autre fournisseur. Et à nouveau, c'est pause. Et donc, quelle conclusion en tirez-vous? Comment ça, rien? Ça ne fait pas partie des possibilités dans le QRM, hein, et rien. Ah, d'accord. Quelle conclusion en tirez-vous? Oui, alors donc tout simplement, sérologie VHC, positif. Là seulement on peut le dire. Au premier prélèvement, officiellement, on ne pouvait pas le dire en tant que tel. D'accord? Là, c'est une confirmation d'une sérologie VHC positive, ce qui en effet veut dire qu'il a rencontré un jour le virus, mais on ne sait toujours pas s'il a actuellement une hépatite C. Vite à repasser sur les tablettes pour le QRM 8. Quelle conduite allez-vous adopter conformément à la loi française? Déclarer ce cas auprès de l'ARS, demander une recherche d'IgM anti-VHC sur le même prélèvement, rechercher l'ARN du VHC par RT-PCR sur un autre prélèvement, prescrire une sérologie du VIH sans demander le consentement du patient et vacciner les sujets contacts contre l'hépatite C. Trop facile, mais pas si facile que ça. Bon. Alors, déclarer les cas auprès de l'Agence régionale de santé. Alors, madame, déclaration, est-ce que c'est dans votre liste? Et vous avez bien raison, ce n'est pas dans la liste. Et vous savez pourquoi ce n'est pas dans la liste? Parce que je ne vois pas très bien ce qu'on ferait après. C'est une raison importante. Hein. Et so what? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ensuite, demander une recherche d'IgM anti-VHC sur le même prélèvement. Ça sert à quoi? Et alors, ça sert tellement à rien que le test n'existe pas en test de biologie médicale. Non pas parce que les IgM anti-VHC n'existent pas, mais qu'effectivement, de toute façon, ils ne permettraient pas de discriminer entre aigu ou chronique, et ça n'a aucun intérêt, donc le test n'existe pas. Donc là, avec le VHC, quand vous prescrivez une sérologie, c'est une sérologie VHC, point barre. Ensuite, rechercher l'ARN du VHC par RT-PCR sur un autre prélèvement. J'aime bien avoir la majorité des participants qui ont dit oui, mais enfin, pourquoi il n'y a pas tous les participants qui ont dit oui? C'est parce que là, on était dans le cas, pas tout à fait comme le cas clinique. On n'avait pas eu 2 prélèvements, on n'avait eu qu'un seul prélèvement, une première sérologie qui était revenue positive. Donc sur le deuxième prélèvement, vous vous rappelez, on fait une technique différente, et cette technique différente peut d'ores et déjà être la recherche de l'ARN du VHC, et c'est préconisé d'ailleurs par la Haute Autorité de Santé. Parce qu'effectivement, on va avancer en faisant ça. On va pas seulement confirmer une séropositivité, mais avancer en regardant si on a une hépatite C actuelle ou pas, en faisant le diagnostic. Donc ça, c'est la bonne réponse 3. Alors, quatrièmement, c'est bien parce qu'on vient de parler du consentement, effectivement, pas de sérologie VIH sans consentement du patient. Mais sinon, c'est légitime de demander une sérologie VIH, mais il faut le convaincre que c'est légitime de le faire. Et puis, vacciner les sujets contacts contre l'hépatite C. Alors là, je suis fascinée des 35%. Je ne sais pas où vous avez découvert le vaccin. Vous êtes... Il y a un scoop. Hein? Vous êtes trop fort là. Parce que moi, je connais pas de vaccin anti-VHC. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas tellement d'intérêt à la déclaration obligatoire non plus. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait là, on ne peut pas. On est impuissant de ce côté-là. Ok. Donc, on reprend le cours normal de notre cas clinique. Et effectivement, du coup, là, on a simplement confirmé. Alors, on a confirmé. On a été plus loin. On a demandé l'ARN du VHC. Peut-être même on l'a fait dès ce deuxième prélèvement. Et c'est positif. Et du coup,
vous posez le diagnostic cette fois-ci, ce n'est plus un examen de dépistage mais de diagnostic qui est hépatite C actuelle. D'accord? Actuelle. À votre avis, est-ce que c'est aigu ou chronique dans ce cas-là? Ah bon? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une hépatite C actuelle. C'est parce que effectivement, le fait de retrouver l'ARN du VHC dans le sérum, donc le fait qu'il y ait une virémie du virus dans le sang, témoigne d'une réplication qui a lieu dans le foie. Mais est-ce que cette hépatite C actuelle est aiguë ou chronique ici? Enfin, le plus probablement. Chronique, pourquoi? Oui, donc il avait des facteurs de risque anciennement, effectivement. Donc probablement c'est chronique, et aussi parce qu'au moment où on fait ce dépistage-là, la plupart du temps, enfin l'hépatite C aiguë, elle est passée inaperçue et c'est probablement déroulé il y a un certain temps, effectivement. Donc on est face à une hépatite C chronique. Et du coup, quel bilan demandez-vous? Et là, on va faire appel à notre hépatologue, hein, qui lui seul tient cette connaissance précieuse. Ah bah enfin. Alors, encore une fois, ce qui va être le plus important, c'est de savoir où il en est de sa maladie du foie. Ce patient, il a une hépatite C, donc quelle est la gravité de la maladie du foie? On a tout un spectre qui va de pas grand-chose, même s'il y a un portage chronique du virus de l'hépatite C, même s'il y a une multiplication virale, jusqu'à la cirrhose, et les complications de la cirrhose, c'est-à-dire l'insuffisance hépatocellulaire, l'hypertension portale et le carcinome hépatocellulaire. Donc il y a tout ce spectre-là. Et donc, première chose, il va falloir qu'on arrive, ça on verra comment, mais plus tard, mais à voir où il est dans tout ce spectre évolutif. Deuxième chose, l'hépatite C peut avoir des manifestations extra-hépatiques, notamment par des phénomènes immunitaires, ça donne des cryoglobulinémies, etc. Donc il peut y avoir, c'est rare, qu'il y ait des manifestations extra-hépatiques, notamment rénales, notamment neurologiques, notamment rhumatologiques. Et donc il peut y avoir des manifestations extra-hépatiques. Ça, c'est souvent au deuxième plan. Donc ça, c'est l'élément. Et puis, sur le plan virologique proprement dit, on va se poser deux questions. Un, quel est le génotype du virus C? Et deux, quelle est la quantité de virus qu'on va pouvoir amplifier par une PCR au niveau du sang? Alors, on va passer là-dessus très rapidement parce que là, pour vous, à votre niveau, le but n'est pas de savoir comment on fait. Hein, on verra ça dans les années qui viennent. Mais c'est juste pour vous de comprendre, en effet, que ces patients peuvent avoir rien du tout en termes de fibrose jusqu'à la cirrhose. Et comme l'hépatite C est une maladie silencieuse, il peut y avoir en effet une altération de la qualité de vie, mais quand on a une hépatite chronique C, on va uniquement avoir des symptômes, on va avoir un ictère, on va avoir de l'acide, etc., uniquement à la fin de l'évolution, quand on est à un stade de cirrhose, quand on va décompenser la maladie. Sinon, tout le spectre évolutif, qui peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, est complètement silencieux. Donc c'est par les examens que vous allez faire que vous allez savoir où on en est et est-ce qu'on est proche de la cirrhose ou pas. Et puis donc, les manifestations extra-hépatiques, on en a parlé. Voilà. L'évaluation de la fibrose, juste en deux mots. Avant, on utilisait beaucoup la biopsie du foie. Maintenant, on utilise très peu la biopsie du foie, pratiquement plus pour l'hépatite C. On va la garder pour d'autres pathologies. Et on va utiliser ce qu'on appelle des tests non invasifs de fibrose, soit des types comme ça qui vont mesurer l'élasticité du foie. Plus un foie est dur, plus il y a de la fibrose. Ou des algorithmes biochimiques qui permettent également d'avoir une équivalence de fibrose. Et puis, on va le traiter.
juste depuis avril 2017, toute personne qui a une hépatite chronique C est éligible à un traitement antiviral. On appelle ça un traitement universel. D'accord? Donc toute personne chez qui on fait le diagnostic d'hépatite chronique C avec multiplication virale, donc sous-entendu, eh bien, est éligible à un traitement et va accéder à un traitement, sauf, on pourra en reparler, si elle est enceinte et on attendra qu'elle d'avoir accouché et de finir l'allaitement pour la traiter. Donc on va le traiter avec ce que vous voulez, hein, c'est pas le problème, les noms on s'en fout. Hein. Donc là, c'est une association d'antiviraux donc directs, c'est-à-dire qui cible spécifiquement ce virus. On avait parlé en cours de ne pas retenir tous ces noms qui changent sans cesse, puisqu'il y a sans cesse de nouvelles molécules, mais de la notion d'une association entre au moins 2 classes de médicaments, ce qui est le cas ici. La question, c'est comment vous allez suivre l'efficacité de ce traitement. La quantification de la charge virale, absolument. Qu'est-ce que vous attendez? L'ARN quoi? Oui, ce négatif. Alors voyons ce qui s'est passé pour monsieur Victor-Henri C. Et alors, voyez, à J0 du traitement, il avait 855 000 unités internationales par ml d'ARN du VHC. À 4 semaines, 66. Et puis à la fin du traitement, parce que ce qui avait été décidé pour lui, c'est une cure de 12 semaines de traitement, c'est indétectable, ça s'est complètement négativé. Et vous avez demandé également 3 mois après la fin du traitement, c'est à nouveau indétectable. D'ailleurs, 1 an après la fin du traitement, c'est encore indétectable. Quelle conclusion tirez-vous de ces résultats? Oui, j'aime beaucoup. Alors cette fois-ci, j'achète le mot guéri, qu'on n'achetait pas sur l'hépatite B. On parlait seulement de résolutif de manière pudique, dans le meilleur des cas. Là, j'achète le mot guérison pour l'hépatite C, parce qu'effectivement, on a affaire à un virus qui a une réplication purement cytoplasmique, qui est un virus à ARN, sans intermédiaire ADN, sans possibilité d'intégration, sans possibilité de persister, ou que ce soit dans l'organisme. Une fois que la dernière cellule infectée a été éliminée, effectivement, on peut parler d'éradication virale et par conséquent de guérison virologique. Et très précisément, dans ce cas-là, il y a une définition pour l'hépatite C. On parle de réponse virologique prolongée. Certains disent soutenue, parce qu'en anglais, c'est Sustained Virological Response. Et effectivement, dont la définition, historiquement, c'était que l'ARN du VHC était toujours négatif 6 mois après l'arrêt du traitement. Et puis on sait depuis que quand 3 mois après l'arrêt du traitement c'est négatif, il y a une probabilité extrêmement forte de réponse virologique prolongée. Parce que ceux qui rechutent ont à nouveau l'ARN du VHC positif au cours des 3 mois qui suivent l'arrêt du traitement. Du coup, quel est le pronostic et faut-il faire un suivi de ce patient? Là, on va repasser un petit peu la main à les pathologues. Donc ce patient, Victor-Henri, il a guéri, c'est-à-dire que sa PCR est négative, mais il va garder une sérologie positive, probablement. Et donc, une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce que Victor-Henri, il peut se recontaminer ou il va être protégé? Il peut se recontaminer, oui. Et du coup, comment ferez-vous le dépistage de cette éventuelle réinfection? L'ARN du VHC? Ouais. Vous ne pouvez plus le faire par la sérologie puisqu'elle va rester positive quoi qu'il arrive. Donc, alors après, c'est vous, d'un point de vue clinique, anamnestique, interrogatoire, etc., de savoir si vous estimez que ce patient garde des facteurs de risque ou pas de recontamination. Il a une vieille histoire de toxicomanie. Est-ce que c'est complètement terminé ou est-ce que par hasard, de temps en temps, il se refait un petit sniff ou pas? Voilà. C'est à vous, en tant que médecin,
qui le connaît, de savoir si pour vous, vous estimez qu'il a des facteurs de risque de contamination du virus C. À l'heure actuelle, hein, les deux modes de contamination du virus C, on va dire autochtones, c'est soit l'usage de drogue, IV ou SNIF, avec les échanges de matériel, soit ACHH avec rapport sanglant. C'est les deux modes de contamination essentiels actuels en France. Donc, est-ce qu'il a des facteurs de risque qui sont de cet ordre-là ou pas? S'il n'a pas de facteur de risque, si c'est une histoire ancienne, ben, il n'a pas de facteur de risque, c'est terminé. D'accord? L'autre chose, ça on a avancé, l'autre chose c'est à quel stade il est guéri. S'il est guéri à un stade très précoce, il a très peu de maladies du foie ou on va dire modérées, et qu'il n'a pas d'autres facteurs de risque hépatique, là aussi c'est à vous, c'est au médecin de l'apprécier. C'est-à-dire il a une consommation d'alcool occasionnelle raisonnable et il n'a pas de syndrome métabolique. Voilà, donc c'est les deux éléments habituels qui vont jouer sur le pronostic du foie. Donc s'il n'a pas ça, s'il n'a pas de facteur de risque, donc s'il n'a pas une maladie évoluée initialement, s'il n'a pas de comorbidité hépatique et s'il n'a pas de facteur de risque de recontamination, bah, vous lui dites ciao. Terminé. Si en revanche, initialement, il avait une maladie hépatique évoluée, F3 ou F4, s'il a une consommation d'alcool qui vous semble pas raisonnable, s'il a des éléments du syndrome métabolique, vous allez vous dire, bah, cette personne, je vais continuer à le suivre. Et puis s'il a bien sûr des facteurs de risque de recontamination, vous allez faire un dépistage de cette contamination en faisant une PCR du virus C. Soit vous le faites de manière protocolisée, soit vous le faites un petit peu au fil de l'eau. Mais voilà, donc c'est les raisonnements que vous allez avoir à chaque fois devant ce patient. Et si l'ARN du VHC vous revient à nouveau positif, je vous rappelle, ce sera bien une réinfection et non pas une réactivation qui n'existe pas pour le VHC. Ne parlez pas d'IgG, enfin parlez de sérologie. Les anticorps anti-VHC ne protègent pas, non. Oui, il y a des cas qui sont quand même très minoritaires. Dans certains cas, on peut identifier des mutations qui empêchent telle ou telle drogue d'agir de manière pleinement efficace. Oui, ça existe. Si un patient prend son traitement actuellement, le traitement par les antiviraux directs, on n'a plus de cas de non-réponse comme on avait autrefois, c'est-à-dire où il n'y a pas de chute de la virémie du tout. Par contre, soit on peut avoir un échappement virologique, c'est-à-dire que au cours du traitement, l'ARN qui s'était négativé va à nouveau se positiver, soit un peu plus fréquemment, mais on est dans des cas qui sont beaucoup moins fréquents aujourd'hui avec ces nouveaux traitements, une rechute virologique, c'est-à-dire pendant l'espace des 3 ou 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement, à nouveau l'ARN du VHC se réapparaît dans le sang, donc il y a à nouveau une virémie. Pas d'autres questions ? Merci.